va partager un certain nombre d'échanges qu'on va avoir autour de cette thématique des dispositifs et surtout de la place des CESAD dans ces nouveaux dispositifs qui se mettent en place, mais en même temps ne se mettent pas en place selon un modèle unique, selon une méthodologie unique. On découvre encore aujourd'hui beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'innovation, rien n'est fixé. La place des CESAD dans ces nouveaux dispositifs est toujours interrogée et c'est l'occasion justement de ce temps d'échange pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc j'invite Madame Discours et Madame Desblois ainsi que Monsieur Paul, Olivier Paul de la CNSA à venir nous rejoindre pour avoir ce petit temps d'échange. Alors j'ai interdit les PowerPoint pour cette présentation, donc on va travailler sans filet, on va essayer d'être dans l'échange avec vous, entre nous. Et donc les personnes présentes, Olivier Paul, qui est le directeur adjoint et qui est le directeur des ESMS au sein de la CNSA. Donc vous connaissez tous la CNSA, mais comme toujours, ce sera l'occasion de se remémorer de l'importance de cette institution au cours des 10-15 dernières années dans les évolutions et les transformations majeures de notre secteur. Et demain encore, la CNSA sera là en soutien. On va voir avec M. Paul de quelle manière et comment on va pouvoir nous accompagner justement vers cette transformation de l'offre. Et puis j'ai invité deux personnes. Madame Discours, qui est directrice adjointe du DITEP Rive Droite. Alors pourquoi? Parce que les DITEP ont été les premiers, les ITEP en tout cas, ont été les premiers à expérimenter le fonctionnement en dispositif. Ils ont bénéficié d'un certain nombre de temps d'expérimentation, d'un décret et d'une mise en place. Donc ce qui fait qu'on commence, on va voir avec elle, à avoir un petit peu de recul sur ce fameux fonctionnement en dispositif et comment le CESAD de l'ITEP s'est réinventé, s'est reconfiguré dans le cadre de ce dispositif. Et puis, on va avoir également Stéphanie Desblois, qui est directrice générale de la plateforme territoriale d'inclusion Jean-Élien Jambon, où là, on est sur une autre démarche. Quand je vous dis qu'on est dans l'expérimentation permanente, donc là, on n'est pas encore dans un dispositif intégré, c'est-à-dire qu'on est sur une structure relativement classique, finalement, avec un IME, un CESAD Pro, et pour autant, qui s'est engagé sur un projet de plateforme territoriale, donc au nord de la Gironde, autour de Coutras. Et donc, le dispositif officiellement n'existe pas, mais on va voir où est-ce qu'on en est, quel type de construction a été retenu pour aller vers le dispositif et quelles sont les difficultés repérées, les freins, les obstacles, tout ce qui va permettre demain d'aller vers le projet que porte cette association. Donc je vais commencer avec Madame Discours, si vous voulez bien. Donc voilà, Madame Discours, donc en quelques mots, quelle date de création du DITEP et entre cette création du DITEP et aujourd'hui, quel constat faites-vous justement sur notamment, bon, on est avec des CESAD sur la place du CESAD au sein du dispositif, de manière plus large, autour du fonctionnement global du dispositif tel que vous le portez aujourd'hui. Parfait, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonjour à tous. Merci de cette invitation, effectivement, qui est pour moi l'occasion de présenter nos réflexions autour de ce passage en dispositif qui remonte maintenant à l'année 2017. Donc il y a quelques années de recul, néanmoins des années marquées, comme nous le savons tous, par cette crise de la Covid qui peut-être nous a permis également de réinventer notre pratique encore de manière créative. Je vais vous présenter rapidement l'établissement puisque le DITEP Rive Droite est un établissement qui est situé dans le nord libournais et qui s'étend jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, donc à la limite du département. Le DITEP Rive Droite, c'est pas loin de 140 usagers qui sont accompagnés par un pôle enfant, un pôle adolescent, l'ITEP Pro qui accompagne les plus grands, les 15-20, un service ambulatoire, donc anciennement CESAD Est Gironde, dont je vais vous parler. Il y a également le service d'accueil temporaire
qui permet des parenthèses, des séjours de rupture, en tout cas un apaisement pour des jeunes qui en ressentent le besoin et pour lesquels on imagine que cet apaisement est nécessaire. Et nous avons des propositions d'hébergement qui complètent ces offres-là. Hébergement sous la forme d'internat, ce que l'on connaît assez habituellement dans nos institutions, mais également des colocations, des logements autonomes et 3 familles d'accueil. Le dispositif est à entendre, en tout cas pour notre établissement, comme un dispositif intra-institutionnel. Ça permet quoi aux jeunes que l'on accompagne? Très concrètement, ça leur permet de pouvoir bénéficier de toute la palette d'offres du dispositif sans avoir à réengager les démarches administratives si laborieuses auprès de la MDPH. Du point de vue des équipes, ça permet également beaucoup de choses puisque ça a amené les professionnels à travailler différemment auprès d'équipes plus élargies, de mieux se connaître parce qu'on avait pu se rendre compte que finalement il y avait aussi une méconnaissance des équipes entre ceux qui exerçaient auprès des plus jeunes ou auprès des plus grands et qu'il y avait aussi beaucoup à apprendre de la pratique des collègues. Donc comme vous le savez, notre établissement accueille des enfants et des adolescents dont les difficultés psychologiques, alors qui s'expriment généralement au niveau comportemental, entravent les capacités de socialisation et d'apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie finalement, cette phrase que l'on entend assez régulièrement? C'est que ce sont des enfants ou des adolescents qui ont des parcours où on voit se mêler de la carence, des traumas et bien souvent de la violence. Et tout cela rend compte de parcours marqués par une discontinuité où des mécanismes de défense vont s'exprimer. Les mécanismes de défense dont on entend souvent parler, le clivage, la projection, le déni, et c'est souvent ce qui concourt à leur arrivée chez nous. Ceci étant, une fois l'admission réalisée, ces mécanismes de défense ne disparaissent pas. Et justement, on a constaté, et le travail en dispositif permet de travailler cela, que ces mécanismes de défense venaient mettre au travail toute la valeur et l'enjeu thérapeutique de l'institution. C'est-à-dire comment permettre de maintenir une continuité à ces jeunes, enfants, adolescents, jeunes majeurs, alors que leur parcours de vie était marqué par la discontinuité. Et le dispositif permet justement de proposer l'interdisciplinarité qui était jusque-là offerte au sein de chaque service à un niveau plus large. Mon propos s'inscrit donc clairement dans la clinique. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je le reprécise, mais il me semblait important d'insister sur le fait que justement le passage en dispositif est venu réaffirmer ce en quoi la clinique doit nous permettre de penser nos schémas d'organisation. Alors, à l'arrivée du dispositif, il y a quand même une grosse inquiétude au niveau des professionnels et particulièrement des professionnels du CESAD. Pourquoi? Parce qu'il a pu être craint que le dispositif allait finalement faire disparaître le fonctionnement CESAD. Ce n'est pas le cas, et ce, à plusieurs raisons. C'est important de pouvoir distinguer les problématiques en jeu lorsque l'on accompagne des enfants, des adolescents en unité de jour ou en service ambulatoire. Service ambulatoire, c'est le CESAD. C'est important de les distinguer et important de considérer que le dispositif permet justement de travailler ce qui relève du service et toute la clinique qui va permettre les passerelles, les échanges et le hors-cadre. Si le dispositif, c'est l'annulation des services, finalement cette clinique-là disparaît également. En outre, une unité de jour peut tout à fait proposer de l'accompagnement ambulatoire. C'est-à-dire que l'unité de jour va proposer quelque chose de plus contenant, de plus enveloppant pour des enfants ou des adolescents qui en auraient le besoin. Mais pour autant, l'accompagnement au plus près du lieu de vie, l'accompagnement dans l'inclusion, l'accompagnement des familles doit se développer au sein de ces unités de jour. Et pour que le hors les murs, cette expression si utilisée actuellement, puisse se développer, il faut bien que les murs existent. Donc il faut bien que les institutions et que les services puissent continuer leur travail sans confondre leurs pratiques ni confondre les équipes. Dans cette réflexion, il y a eu plusieurs points de vigilance qui nous ont permis d'avancer et l'un d'eux, c'était justement d'éviter le fameux effet filière. Et alors là, j'insiste un petit peu aussi sur
là où on attend les partenaires et l'environnement, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi que nos partenaires parfois nous attendent dans un supposé circuit spécialisé. Et je crois que nous, on doit lutter contre cela et insister aussi sur là où ils doivent être par rapport à ce point de vigilance-là. Maintenir des espaces de contenance, d'enveloppement, de repères. La rupture. Donc le dispositif, a priori, doit pouvoir justement permettre d'éviter les ruptures, bien évidemment. C'est extrêmement important. Un exemple comme ça, il est apparu que finalement, lorsqu'un jeune passe d'un service à un autre ou peut bénéficier de passerelles, eh bien, il n'y avait pas systématiquement d'interruption des prises en charge antérieures auprès d'un psychologue, d'un psychomotricien, d'un médecin psychiatre. Et c'est quand même extrêmement important de considérer que le curseur, on le place du côté du besoin et de ce que l'on a repéré comme nécessaire à l'enfant, et non pas du côté de l'organisation d'un service. Et en même temps, le dispositif permet des ruptures également. C'est-à-dire que jusqu'à présent, s'il y avait une difficulté dans la prise en charge, le risque, c'était la fin de la prise en charge, donc une rupture sèche. Et grâce au dispositif, ce que l'on essaye de mettre en tout cas en tension, c'est de permettre des ruptures qu'ils soient locales et non plus globales. Et là, du coup, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut conflictualiser les choses avec le jeune, avec la famille et auprès des équipes. Ça nous amène aussi à re-questionner nos procédures d'admission, bien évidemment. Et alors là, c'est un chantier que nous menons actuellement, donc ce serait difficile d'en faire une synthèse. Mais toutefois, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que quand des jeunes arrivent dans l'institution, c'est aussi la découverte du handicap. Et dans la découverte du handicap, c'est tout le cheminement, tout le travail d'élaboration psychique qui est nécessaire à faire dans l'acceptation ou pas. Et ça, c'est au niveau du jeune, mais bien évidemment de la famille élargie. Et tous ne sont pas en capacité de pouvoir le faire sereinement, bien évidemment. Certains également ne sont pas en capacité de faire lien avec nous. Ce n'est pas parce qu'il y a notification qu'il y a une alliance thérapeutique immédiate. Et donc ce temps-là, ce temps d'élaboration est extrêmement important et nous amène aussi à repenser ce que l'on propose à ces jeunes. Oui. Oui, juste pour aller un petit peu plus loin sur un terme que vous avez évoqué, qui est éviter l'effet filière, et tout ce que vous venez de nous dire sur le besoin d'une évaluation complète, totale des besoins de la personne avant d'engager et de mettre en place un parcours au sein du dispositif. Ça suppose, j'imagine, beaucoup de confiance accordée par la MDPH via la notification unique. Et justement, ce qui m'intéresse et ce qui peut intéresser Madame Deblois ou d'autres qui sont dans cette phase de construction, comment on construit cette confiance avec la MDPH? Quel type de retour vous faites dans le cadre du parcours pour justement éviter cet effet filière et bien montrer à chaque fois que c'est la bonne réponse aux bons besoins au bon moment? Donc voilà, comment ça s'est fait? Alors, ça se fait encore, c'est-à-dire qu'on est finalement au début de tout cela. Il me semble que ce qui est extrêmement important, c'est ce que l'on va pouvoir indiquer dans nos écrits. Pour quelles raisons? Les échanges que l'on a avec la MDPH se situent à plusieurs niveaux. Il y a les échanges institutionnels et puis il y a des échanges de l'usager. Et les échanges de l'usager sont appuyés par nos écrits lorsque l'on rend compte du parcours, soit à un moment où on détermine une fin de prise en charge, la fameuse fiche de liaison, mais aussi lorsque l'on souhaite une prolongation de notre accompagnement ou une réorientation. Et il y a un travail très conséquent qui est entamé justement sur la qualité des écrits et de ce que l'on y met. Trop souvent, on a pu lire, et je pense que c'est quelque chose de partagé dans la salle, des intitulés assez brefs où on indique que l'enfant est en grande difficulté dans son autonomie et qu'il lui faut absolument un étayage. Une fois qu'on dit cela, on ne dit pas grand-chose. Et dans nos écrits, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir préciser de quoi il est question et de venir rendre compte des processus en jeu. Et ça va avec une autre réflexion qui est justement celle de se dire, alors, dispositif intégré. Il y a quelque chose d'un mouvement, d'un processus en cours où on doit à la fois permettre une offre de soins en interne, mais également se tourner vers l'extérieur. Le dispositif, c'est cela. Et parfois, on est quand même assez dérouté de constater qu'on peut avoir une offre de soins. C'est important que le jeune puisse investir
les différentes figures identificatoires des différents adultes qui composent les équipes, mais parfois c'est important que ça ait lieu à l'extérieur. Et là où l'on peut être démuni, c'est que finalement, les partenaires ne sont pas désengagés, je ne le crois pas, ne sont pas désinvestis ou désintéressés. En revanche, il manque terriblement de moyens. Et donc là, on est empêché dans ce que l'on souhaite pouvoir mettre en place. Un exemple, la pédopsychiatrie. Chacun connaît les difficultés actuelles dans ce secteur-là. Parfois, on se dit, pour tel jeune, il serait très intéressant de pouvoir lui permettre de rencontrer tel professionnel de ce service-là. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ça que nous faisons remonter à la MDPH, à nos tutelles, parce que finalement, les professionnels sont très engagés. Il y a une volonté de travailler de manière qualitative, et c'est plutôt les moyens mis à disposition qui nous empêchent. Merci. Alors, on reviendra vers vous sur la partie perspective, évolution, chemin qui reste à faire. Madame de Blois, vous, alors je crois que vous avez eu, il y a quelques jours, la première notification plateforme de la part de la MDPH. Pour le moment, vous vous débrouillez avec des doubles notifications, apparemment, IME, CESAD. Vous-même, où est-ce que vous en êtes dans cette construction d'un dispositif, à peu près sur le même territoire d'ailleurs hein, que l'ITEP Rive Droite, alors pas centré autour d'un ITEP, mais autour d'un IME, et en même temps avec ce décalage, parce que les IME sont rentrent progressivement dans les DIM, les DAM, etc., mais c'est encore très expérimental. Donc voilà, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est les mêmes éléments de réflexion qui vous ont amené à partir sur ce principe du dispositif, ou est-ce que c'est d'autres déterminants qui ont déterminé votre action? Oui, alors merci de nous laisser l'opportunité de présenter notre établissement, qui est au départ, vous l'avez dit, un établissement centré autour d'un gros IME, un établissement public départemental, autonome, donc c'est un établissement un peu isolé dans sa forme juridique sur ce territoire, qui est le territoire donc Nord Libournais, Grand Libournais, qui est un territoire assez précaire, donc qui effectivement un établissement qui était tourné d'abord autour d'un gros IME. Et puis, au fil du temps, un premier CESAD a été créé, puis quelques années plus tard, un CESAD Pro, avec la demande des autorités de tarification de petit à petit diminuer nos places d'IME considérées comme trop importantes pour augmenter ces places de CESAD, donc une place d'IME devenant 2 places de CESAD. Donc petit à petit, l'établissement a complètement changé de perspective. Alors, de mon point de vue de directrice d'un établissement qui prend le projet en cours, puisque ce n'est pas moi qui en étais à l'origine, même si je le trouve vraiment dynamique et vraiment dans l'anticipation de ce qui devait se faire pour notre établissement, à la fois au titre de la légalité de ce qu'on impose aux établissements aujourd'hui, mais aussi parce que notre établissement est un établissement isolé sur son territoire et qui répond pourtant à des besoins très importants, avec des listes d'attente importantes, autant pour l'IME que pour le CESAD. Voilà. Ça me paraissait quelque chose d'une évolution nécessaire, importante. Et donc, la réflexion a été amenée au moment du projet d'établissement il y a quelques années, et avec l'opportunité de signer un premier CEPOM qui a été travaillé en 2016-2017, à un moment où les plateformes n'étaient pas à la mode. Hein, c'est ce qui en fait toute l'innovation et qui rend ce projet intéressant. C'est un projet qui en est à mi-parcours, mi-CEPOM, donc avec ce que vous avez dit, des contraintes qu'on peut connaître aujourd'hui d'une expérimentation qui n'est pas complètement aboutie. On est à mi-chemin, il y a encore des choses à faire, des choses à transformer, mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose qui nous a permis de passer de la logique de l'offre et de la logique de la place, autour de 290 places, à une logique par prestation. L'idée, c'est d'entrer dans le parcours. Alors, les leviers de cet établissement, ça a été de créer des dispositifs plutôt que des établissements.
donc un dispositif d'inclusion scolaire, un dispositif pré-pro, un dispositif d'accompagnement vers et dans l'emploi avec l'adhésion à un dispositif partenarial qui a peut-être été présenté ces derniers jours en Damos, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, avec une cellule de coordination unique de parcours et une commission d'admission unique à l'entrée dans l'établissement, on propose et on veut proposer une palette de services à un enfant qui en a besoin, sans pour autant le faire entrer dans une case d'IME ou de CESAD. Et ça s'accompagne effectivement d'une première notification en ce sens, qui nous permet à nous d'aller chercher la palette de services qu'on estime, grâce à cette commission de parcours, hein, qui est une commission territorialisée, qui n'est pas par dispositif, mais qui est vraiment territorialisée en fonction de la venue de l'enfant, et qui nous permet de lui proposer une prestation un peu à la carte, soit à l'intérieur de la PTI, soit en allant chercher des partenariats qu'on est en train de développer à l'extérieur, puisqu'on ne sait pas tout faire. Alors, Monsieur Couturier, peut-être que Madame Discours va pouvoir également réagir. Monsieur Couturier nous a présenté une sorte de modèle ou de fiche technique du coordonnateur tel que lui l'imagine ou tel qu'il le présente de manière un petit peu idéale, peut-être à partir de l'expérience du Québec. Vous-même, je crois, Madame de Blois, que vous avez inventé un nouveau métier en quelque sorte, en tout cas fait, donc que vous appelez coordinateur de parcours. Voilà, c'est qui? Quel type de fonction? Est-ce qu'il y a des présupposés en termes de formation que vous avez mis en place pour accompagner ces professionnels vers cette nouvelle fonction? Et puis, comment ça se régule aujourd'hui au sein de vos équipes? Est-ce que ce ne sont pas devenus des mini-chefs de service? Voilà, toutes les petites peurs là qu'on va venir autour de ça. Alors, au départ, c'est une fiche de poste qui a été créée et qui décrit la recherche de poste. Finalement, sur ces fiches de poste, on postulait plutôt des salariés de l'établissement avec des profils d'éducateurs spécialisés qui ont suivi une formation particulière de plusieurs mois pour devenir coordonnateur de parcours. Un diplôme universitaire avec l'Université de Bordeaux et Pau, c'est ça? Tout à fait, un diplôme universitaire. Et ensuite, c'est 4 coordinatrices pour l'ensemble de la structure, territorialisée et pas rattachée à un dispositif, donc qui leur permet d'avoir cette lecture complètement transversale justement des différents dispositifs, des différentes prestations, et qui sont le premier contact avec les familles. Alors, elles ont pour mission d'accompagner le parcours du début à la fin, voire même après la fin, puisqu'on a un service de suite qui leur permet de les suivre pendant plusieurs mois si nécessaire. Évidemment, ça a créé des zones de frottement dans l'établissement, et c'est toujours le cas. Enfin, ça fait partie des inquiétudes. Ça a fait bouger le rôle de l'éducateur spécialisé, qui a dû vraiment recentrer son activité sur les suivis individuels et les références individuelles. Ça a fait bouger forcément les lignes des responsables de dispositifs, qu'on n'appelle plus chefs de service chez nous, mais responsables de dispositifs, qui effectivement aussi perdu une part d'activité, mais qui en ont gagné d'autres en termes de management, de transversalité, d'accompagnement des projets. Donc oui, forcément, c'est une zone d'inquiétude. Alors, elle serait mieux placée que moi pour en parler, mais je crois quand même que ça a apporté quelque chose de la structuration de nos parcours qu'il serait difficile de revenir en arrière, sur quoi il serait difficile de revenir en arrière aujourd'hui. Alors, Madame Discours, le mot de case management, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez traduit comment chez vous? Alors, je vais déjà reprendre par rapport à la question précédente où l'association Rénovation a fait le choix du référent de parcours. Au niveau de l'établissement, ça signifie que pour chaque enfant ou adolescent accompagné, il y a un éducateur référent de parcours qui est nommé. Cet éducateur référent de parcours, il va être garant de l'accompagnement. Alors, nous n'avons pas fait le choix que ce soit un accompagnement de l'entrée dans l'établissement jusqu'à la sortie, puisque s'il y a un changement de service, le référent de parcours change. L'idée, c'est de pouvoir permettre que dans l'accompagnement éducatif, il y ait une distinction dans l'investissement qui est proposé pour le jeune entre l'éducateur référent et les autres éducateurs.
C'est extrêmement important parce que justement ces enfants et ces adolescents nous invitent à naviguer entre une réalité externe, parfois violente, des éléments de réalité, et puis ce qui peut se jouer dans une forme de rêverie et dans ce que l'on a envie de mettre au travail avec eux. Et donc la référence de parcours permet cela. Au niveau de l'institution, bien sûr, ça a réinterrogé aussi les niveaux hiérarchiques. J'ai envie de dire que là où c'est extrêmement intéressant pour l'équipe de cadre, c'est que justement le cadre n'est plus le seul détenteur d'une forme de proximité avec la famille, avec les partenaires. L'éducateur référent de parcours est extrêmement lié avec tous les partenaires qui gravitent autour de la situation du jeune. Et ça, c'est vraiment très important. Case management, ça me parle moins. Je crois vraiment que l'idée pour nous, c'est de construire une proposition institutionnelle où il va y avoir une équipe à disposition pour proposer différents types d'accompagnement, un référent de parcours, interlocuteur privilégié et pour le jeune et sa famille. Parfois, il peut y avoir des co-références, ça se discute. Et puis, un cadre de service pour permettre justement aussi, là encore, que se conflictualisent certains échanges avec la famille et le jeune. Alors, on va commencer à aborder des questions sur lesquelles on va pouvoir demander à M. Paul de réagir, mais la question de l'activité, par exemple, est-ce que dans les deux cas, ça s'est traduit par une file active beaucoup plus importante, par exemple, donc plus de personnes suivies par vos dispositifs? Et la question que j'ai derrière, c'est comment on compte tout ça? Est-ce que ça se passe bien avec l'ARS, avec le CEPOM, est-ce que les prestations directes, indirectes, est-ce que voilà. Aujourd'hui, comment on compte cette activité, comment on la rend visible et comment on la finance finalement? Est-ce que tout va bien, tout roule? Beaucoup de questions dans cette question. Ouais. Alors, nous, au niveau de l'établissement, on bénéficie d'une dotation globale, ce qui est extrêmement important. Et pour l'activité du service ambulatoire, donc anciennement CESAN, c'est très précieux dans la mesure où auparavant, les professionnels étaient quand même soumis à une quantification de leurs actes. Et cette dotation globale permet que si un rendez-vous n'a pas lieu, le professionnel n'est pas aux prises avec cela. C'est extrêmement important parce que justement, je le disais tout à l'heure, ce sont des jeunes qui vont dans le hors cadre. Et en général, ils sont là où on ne les attend pas. Donc forcément des rendez-vous, il y en a plein qui n'ont pas lieu. Mais est-ce à considérer que ces rendez-vous-là manqués ne sont pas importants? Certainement pas. Et ce qui nous intéresse, c'est justement le processus qui est en jeu. Qu'est-ce que vient signifier cette absence, ce décalage? Et donc, la dotation globale nous permet cela. J'ai l'espoir que les futures tarifications continuent de prendre en considération ces éléments-là. Il me semble que c'est de notre responsabilité, justement, de faire remonter ces éléments cliniques. Parce que bien évidemment, en termes de gestion, on a tendance à objectaliser les choses, à être dans des fonctionnements extrêmement opératoires. Mais notre clinique, c'est tout le contraire. Alors, Madame de Bloch, je sais que justement, pour dépasser les petites contraintes financières, pour rendre toutes les missions attendues, vous avez là encore inventé une sorte de nouvelle fonction, nouveau poste, une personne qui est en charge des innovations et notamment de pouvoir répondre à des appels à projets, voilà, aller chercher du financement. Est-ce que c'est une nécessité pour pouvoir boucler le financement de la plateforme, ou est-ce qu'au contraire, ça permet d'obtenir des moyens supplémentaires pour faire des choses en plus? Alors, juste pour poursuivre ce que vous avez posé comme question sur la file active pour notre établissement, ce travail en parcours a permis de travailler sur des parcours un peu plus dynamiques, donc avec des accueils temporaires, avec des accueils séquentiels, avec des accueils partagés avec l'ASE, partagés avec le secteur sanitaire. Donc oui, je dirais qu'on a une file active qui a plutôt augmenté. Nous aussi, on est en dotation globale, donc on n'est pas pour l'instant très embêtés sur la confiance qu'on nous porte sur cette activité. Et moi, j'aimerais bien que demain, on rentre quand même dans une expérimentation Séraphin, parce que voilà, pour objectiver quand même un peu et surtout valoriser la qualité de ce qui peut être proposé. Sur votre autre question, on a effectivement recruté une personne qui est en charge des innovations, qui nous permet d'être plus réactifs sur des appels à projets. Et je
crois qu'on a bien fait, puisque dès cette année, on a répondu à un appel à projet sur la création d'un pôle de prévention, pour lequel on a obtenu 140 000 € de financement sur 3 ans, et donc il va nous permettre de développer une action transversale de prévention en santé qui sera au bénéfice de l'ensemble de nos bénéficiaires. Et on est aussi rentré dans un dispositif en DAMOS avec les partenaires du territoire. Et voilà, c'est quelque chose que moi j'aimerais qu'on poursuive, de cette réponse à des innovations. On a un projet REPI avec une association du territoire. On a un projet en lien avec l'éducation nationale pour une nouvelle activité d'autorégulation. Enfin voilà, il y a plein de choses et ce poste-là, il est aussi très important pour que notre plateforme continue son développement. Alors Monsieur Paul, justement, sur ces questions-là, on attend aujourd'hui la CNSA, ne serait-ce que pour que la collègue de Madame Debois puisse demain répondre à un appel à projet de la CNSA, pourquoi pas. Donc, comment, vous accompagnez ces expérimentations, ces innovations qui sont en train de se mailler sur tout le territoire autour des dispositifs, et deux, quel type de soutien, y compris sur la partie, comme je parlais, compter l'activité, enfin, qu'est-ce qui est en cours aujourd'hui, qu'est-ce que la CNSA peut apporter aux gestionnaires qui veulent se lancer dans des dispositifs? Alors, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Okay. Merci déjà de me donner l'occasion d'en parler. Et merci pour ces éléments de présentation qui sont extrêmement précieux. Je reviendrai sur quelques mots que j'ai trouvés vraiment intéressants dans vos propos. Peut-être pour commencer, dans la notion de continuité et de longue date, la CNSA accompagne effectivement l'émergence d'organisations ou de fonctionnement ou d'évolution des métiers aussi, qui sont importantes et profondes. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, vous l'avez déjà un peu abordé, avec une mission qui est justement de repérage, de soutien et de valorisation de ces innovations au travers des appels à projets. Donc, je pense que vous avez probablement déjà vu ou répondu à nos appels à projets, dont un qui est en continuité depuis, je crois, plus de 10 ans avec l'Institut l'IREPS, un qui est vraiment dédié et qui va être reconduit en 2022 à la transformation de l'offre médico-sociale. C'est l'appel à projet ETOMS, où vraiment l'objectif, c'est de repérer et de soutenir la recherche sur ces projets qui font vraiment évoluer tout ou partie, soit le fonctionnement, soit les pratiques, soit les métiers dans les établissements et services médico-sociaux. De mémoire, il y a une vingtaine de projets qui ont été soutenus là, ces 3 dernières années. Et encore une fois, on va le reconduire parce que ce qu'on observe, c'est que en fait, l'innovation, elle se traduit de plein de manières différentes. Et si on n'aborde pas ça de différentes manières, on va passer à côté. Je trouve que ce qui émerge souvent, c'est que elle est à la fois portée par les professionnels que vous êtes, que ce soit au niveau des gouvernances d'associations ou au niveau des professionnels, une vraie volonté de faire évoluer la manière de travailler avec les partenaires, travailler avec les familles, avec les personnes. Ça vient des personnes, ça vient des familles. Enfin, il faut qu'on arrive à capter tout ça et de savoir quels sont les leviers pour faire en sorte que finalement, vous avez évoqué que ça pouvait parfois perturber ou bousculer des fonctions, des métiers, notamment de management, on y reviendra sans doute aussi, mais pas que. Et ça, il faut qu'on arrive à comprendre les déterminants un peu fins de ces choses-là, et ces appels à projets nous permettent de le faire en soutien. D'ailleurs, dans la région, de mémoire, le projet APPV, qui est tourné sur ces métiers du parcours et de l'appui à la détermination, à la définition d'un parcours, qui est un peu décentré par rapport à l'accompagnement, mais qui doit vraiment être potentialiser la possibilité pour la personne d'exprimer, de travailler son parcours. On a plein d'autres moyens sur lesquels on intervient. Alors, très souvent, c'est une tâche ingrate. Je reviendrai aussi sur la mesure de l'activité, mais c'est une tâche ingrate parce que c'est des éléments qui sont systémiques, qui sont un peu laborieux. La CNSA porte le système d'information des MDPH. Et ce travail-là, il est évidemment très lourd, très long. Il n'est jamais complètement satisfaisant, quel que soit le point de vue d'où on se place. Pour autant, il est indispensable.
du SIMDPH vers les établissements et services médico-sociaux, la notification, le système d'information de suivi des orientations. On travaille vraiment sur poser des éléments, des briques qui sont structurants pour permettre justement que ensuite vous ayez tous les éléments et le cadre pour fonctionner. Alors dans ce cadre-là, la CNSA est très impliquée dans l'expérimentation, enfin dans la réforme de la tarification Séraphin-PH. Ouais. Quel lien entre ce qu'on travaille sur la nomenclature Séraphin et ce dont on vient de parler autour des dispositifs? Y a-t-il, comment ça se raccroche tout ça? Il y a évidemment un lien, vous l'avez évoqué finalement, ça oblige enfin, on est en train de raisonner en termes de prestations. Qu'est-ce qu'on apporte à la personne et comment on l'apporte? J'étais heureux d'apprendre que vous souhaitiez candidater ou vous aviez candidaté à l'expérimentation. Il y a un des échantillons ou des sous-échantillons qui est un sous-échantillon qu'on appelle parcours, qui est vraiment pour ceux qui sont allés loin dans cette logique de transformation, de dispositifs, de partenariats, et qui finalement font confiance ou travaillent en confiance avec des partenaires autour et en appui des personnes. Ben voilà, comment ça se traduit économiquement, financièrement, comment on mesure cela. Séraphin, c'est avant tout, et je crois que vous avez dû en parler, c'est avant tout un moyen d'avoir un langage commun, d'avoir une grille de lecture pour construire un projet personnalisé, pour avoir une grille de lecture pour construire un projet d'établissement. Et sur cette base-là, après, on raisonne financement. Mais encore une fois, vous avez tout à fait raison, un accompagnement, un rendez-vous qui saute, c'est un élément de l'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est le temps qui n'est pas pris pour le rendez-vous, c'est du temps. Pour ça aussi, on détermine des prestations directes, des prestations indirectes. Enfin, tout ça, c'est de l'activité. Je pense qu'il faut vraiment avoir un raisonnement qui est centré sur la nature profonde de l'accompagnement. Et Séraphin, c'est avant tout ça. Quelles prestations qui répondent à quels besoins. Et à partir de là, on bâtit des projets. À partir de là, on bâtit des projets d'établissement et de services. Ça ne marche d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu, ça ne marche que si on a les systèmes d'information qui vont avec. La CNSA, parmi ses champs d'action, vous avez sans doute entendu parler du programme ESMS numérique, c'est nous qui l'avons impulsé, et puis maintenant le Ségur est venu massifier, accélérer, renforcer ce travail-là. Mais sans système d'information, c'est très, très, très difficile. Et je notais tout à l'heure, vous évoquiez la notion quasiment un rôle d'observatoire dans les ruptures. C'est-à-dire que finalement, de par le fait que vous avez différentes offres, différentes approches pour étayer et répondre aux besoins, finalement, vous pouviez observer à quel moment, ou sur un territoire, à quel moment il y avait une difficulté, une friction avec un partenaire qui soit médico-social ou pas d'ailleurs, avec un partenaire éducation nationale ou autre. Ça, sans système d'information, c'est très difficile. C'est très difficile d'en faire réellement quelque chose. Vous le faites remonter, c'est une forme de système d'information, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on vous outille là-dessus. C'est le rôle du programme ESMS numérique, c'est le rôle du SIMDPH et du système d'information de suivi des orientations. La difficulté qu'on a, et je ne vous le cache pas, vous avez commencé par la mesure de l'activité, c'est que autant on est capable de regarder, d'observer à quel moment il peut y avoir des frictions entre des besoins et des réponses. Sur un territoire, on est capable aujourd'hui, et pas encore de manière très très fiable, parce que ce sont des données qui sont neuves, mais progressivement, on va être beaucoup plus puissant pour observer à quel moment ou à quels endroits il y a des tensions sur l'offre. Par contre, sur la mesure de votre activité, aujourd'hui, on en est encore aux travaux dont vous avez sans doute pris connaissance, qu'on avait publié, je crois, début 2019, qu'on veut réenclencher, parce que pour Séraphin, on en a besoin, mais pour l'instant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Merci. Alors, je vois qu'on est en direct avec Yves Couturier sur la question les questions qu'on pourrait lui poser autour de l'intégration des dispositifs, de l'intégration des services finalement. Peut-être, je ne sais pas, Lydie, comment ça marche pour les questions? Est-ce que tu en as reçu? Bon. Merci. Alors, Patricia et Sabrina et moi-même, on a fait un petit résumé de toutes les questions. Monsieur Couturier donc, est en direct avec nous et on va pouvoir lui poser directement.
aller dans la lumière. Ouais. Bonjour, Monsieur Couturier. Vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bon, on est content de vous retrouver en direct. Donc, on a reçu pas mal de questions, beaucoup de questions à la suite. Ah bah, vous êtes là. À la suite de votre intervention. Beaucoup de remerciements pour vos éclairages. Donc, on tient à vous le signaler. Et des questions très pertinentes. Il y a un certain nombre de questions qui appelleraient des débats longs et importants, notamment autour de l'organisation de l'intégration pleine. Donc, on sait que ça pourrait nécessiter des journées entières de travail. Et comme on sait que vous allez venir en France prochainement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez organiser des conférences sur ce sujet? Je crois qu'il n'y a rien de prévu officiellement, bon. Mais ça pourrait se faire si vous m'invitez. Parfait, d'accord. On retient l'idée. Voilà, donc il y avait notamment donc, est-ce qu'il s'agirait en France d'organiser un gigantesque service public, par exemple? Mais ça, comme je vous le dis, on ne va pas répondre maintenant parce que ça serait un débat très long. Et puis aussi, il y avait une question plus générale sur le risque d'isolement pour les personnes qui sont accompagnées à domicile. Donc c'est aussi une question qui mériterait peut-être qu'on y passe du temps. Donc ce que je vous propose, c'est des questions qui appellent des réponses plus immédiates. Donc la première question, elle tourne autour, elle est la suivante. Est-ce que l'intégration des réponses ne fait pas perdre l'agilité des services? Si vous me permettez, je vais quand même dire quelque chose sur les deux premiers thèmes que vous avez abordés. Le Québec a choisi la pleine intégration et c'est un défi gigantesque qui, pour le moment, ne produit pas les effets attendus. Pour vous faire frémir ou peut-être vous faire rêver, tous les services publics sont intégrés dans une seule organisation et ça devient de très, très grandes organisations et qui posent des défis très importants. Donc, il faut à chaque système de santé, trouver le bon équilibre entre une approche bottom-up qui rencontre des problèmes réels dans Il y a un plafond de verre qui est très important. C'est, je crois, le problème que vous rencontrez en France. Et une approche très ambitieuse qui prend 10-15 ans à advenir et qui n'a pas toujours les effets attendus. Sur l'isolement, c'est bien entendu que cliniquement, il faut prendre en compte cette dimension-là, mais l'isolement peut aussi advenir en contexte institutionnalisé, et donc, dans tous les cas de figure, il faut le prendre en compte. Sur l'agilité, c'est un des grands défis. Je fais un peu d'autopromotion. Le dernier article que j'ai publié sur cette question-là dans la revue Integrated Care porte un peu sur cette question-là. Puis effectivement, les systèmes intégrateurs peuvent avoir tendance à être captés par une conception plus bureaucratique du soin. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est ce qu'on voit dans plusieurs contextes. Cela dit, ce n'est donc pas une fatalité et on peut se prémunir contre des excès qui vont dans ce sens-là. L'agilité n'est pas non plus garantie par une action totalement fragmentée ou désordonnée sur le terrain. Elle peut paraître agile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais au final, ne pas avoir d'effet positif en termes de maintien de l'autonomie, par exemple. Donc, pour moi, c'est un sujet important, mais qui n'est pas forcément lié avec les thématiques de l'intégration des services. Oui, bonjour. Je continue avec les questions. Afin d'évaluer et d'organiser une réponse de soins, le coordinateur doit-il avoir une expérience personnelle de l'accompagnement et ou une assise clinique? Et qui est légitime pour assurer la gestion de cas? Ce sont deux questions classiques. La légitimité va provenir
de l'organisation ou du système de santé qui va reconnaître le droit et le mandat d'avoir un regard global sur les situations cliniques. Et donc, ce n'est pas une légitimité qui vient de soi, comme le médecin qui est formé, qui a une compétence, etc. Elle provient du fait que le système d'intervention reconnaît la valeur, la nécessité de ce besoin-là. Pour la première partie de votre question, dans tous les cas de figure, le coordonnateur doit être, à mon humble avis, un bon clinicien. Pour justement éviter le problème que j'ai évoqué précédemment, à savoir une captation bureaucratique des efforts d'intégration des services. Et donc, ça prend un bon sens clinique, une bonne compétence clinique pour pouvoir bien faire le travail d'évaluation, de planification des soins et aussi pour pouvoir adapter la réponse, on vient de parler d'agilité, pour adapter la réponse aux singularités cliniques. Alors, il y a vraiment deux traditions de gestion de cas. Une tradition qu'on pourrait dire bureaucratique ou issue du monde assurantiel, qui conduit tout droit, à mon avis, à la bureaucratisation, qui conduit tout droit à la désingularisation de l'acte clinique, et une tradition plus clinique, celle que je privilégie, et qui ancre l'action dans un regard clinique. Je vais le dire autrement. L'intention des concepteurs de ces dispositifs-là, c'est de renverser la logique. C'est de faire en sorte que ce ne soit plus le droit au service, d'un point de vue administratif, qui détermine le soin, mais bien une lecture des besoins cliniques. Et donc, ça prend un clinicien pour l'apprécier. Derrière votre question se pose une autre question, celle de la discipline qui pourra faire ce travail-là. Je pense qu'il faut travailler en équipe interdisciplinaire, donc des travailleurs sociaux, des infirmières, des ergothérapeutes, selon les besoins de la clientèle concernée. Et idéalement, surtout en début d'implantation, ça prend des cliniciens expérimentés. Très bien. Ben, vous avez déjà répondu en partie à la question suivante, qui porte... En fait, vous connaissez les CESAD, les services de soins à domicile pour les enfants en France. Oui. Voilà, donc la question suivante, elle est formulée de cette manière. Les professionnels de CESAD sont-ils les futurs coordinateurs de projet? C'est une question qui a une portée politique et conceptuelle, c'est-à-dire que en France, il y a beaucoup d'efforts en matière de coordination de services. Je l'ai dit dans la présentation audio que vous avez entendue de ma part. Ce qui est important, ou ce qui manque au contexte français, c'est davantage d'intégration. Peut-être pas une pleine intégration, mais davantage d'intégration. Donc, la bonne réponse à la question, c'est qui sur le territoire français a un rôle intégrateur. Est-ce que ce sont ces organisations-là? Je ne sais pas. Mais il est certain que ça prend un coordonnateur de plus haut niveau qui aura une fonction globale d'agir sur l'ensemble des acteurs qui, cliniquement, sont interdépendants. Donc, les ESAD peuvent peut-être travailler certainement à coordonner les services internes et autour d'eux. Sont-ils bien placés pour coordonner plus largement avec des acteurs d'autres secteurs, protection de la jeunesse, école, plus tard logement, etc. Ça, je ne sais pas. Mais je vous invite à vous poser la question, comment les prochains coordonnateurs auront aussi un effet de simplification de l'offre de services. Jusqu'à maintenant, à ma connaissance, et je peux me tromper, les décideurs français
ont plutôt pris des décisions qui ont eu pour effet d'augmenter la complexité de l'offre de services sur les territoires. Donc, si ces organisations-là ont une capacité de générer de la simplification, ce serait un bon scénario. Un dernier mot pour vous dire qu'au Québec, pour les clientèles âgées que je connais mieux, les premiers innovateurs ont d'abord commencé par un travail de concertation avec des organisations cliniquement interdépendantes. Et c'était le moteur de l'émergence d'une intégration plus ambitieuse que la seule coordination. Je sais qu'il y a beaucoup de concertations en France depuis 10 ou 20 ans et que ces concertations-là n'ont pas eu tout à fait l'effet que je viens d'évoquer pour le Québec. Il se pourrait que les bailleurs de fonds, et j'entendais avant moi j'ai cru compris que c'était des organisations importantes, des décideurs qui étaient autour de la table, il se pourrait que les décisionnaires ont eu un effet déstructurant sur ces efforts de concertation-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont généré beaucoup d'appels à projets et des appels à projets concurrentiels et faiblement paramétrés. La conséquence, c'est beaucoup d'innovation locale, mais peu de simplification. Au contraire, un épaississement du millefeuille. Donc, s'il y a des décisionnaires dans la salle, je vous invite à faire le bilan des 20, 30 ou 50 ans d'efforts français en matière de concertation, d'intégration, de coordination, et d'identifier les paramètres de conception les plus performants et à les imposer. Je sais que je viens de dire un gros mot pour le contexte français, mais il doit y avoir une sortie des décennies de création pour entrer dans une décennie de décision et d'accomplissement. Mais vous savez, en beau mentir qui vient de loin, alors si vous trouvez que j'exagère, pas de problème. C'est la dernière. Alors, Monsieur Couturier, on a encore quelques questions, mais du coup, on vous les transmettra par mail. La toute dernière question, c'est de savoir si Georges Clooney intervient à domicile. Question sérieuse, une vraie question. Hein. Non, le vrai principe derrière cette image-là, c'est quoi d'autre? What else? Quoi de mieux que le domicile? Alors, il peut y avoir des personnes qui requièrent l'institutionnalisation, mais dans la majorité des cas, l'institutionnalisation est plutôt confortable pour les soignants et pas pour les usagers. Et donc, c'est vraiment ce que je voulais mettre de l'avant. Il faut affirmer le principe du domicile, c'est le premier choix, sauf exception. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Monsieur Paul. Oui, je crois que j'y étais assez largement invité. Non, alors déjà, c'est très rafraîchissant et c'est passionnant et très juste. Qui peut nier qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est extrêmement complexe. La complexité, elle vient de partout d'ailleurs. Hein. Je sais qu'elle vient d'instances nationales et parfois de la volonté de combler des interstices avec des schémas très systématiques qui ne collent pas forcément toujours avec les territoires, ou à l'inverse, qu'elles viennent du territoire et de ses particularités, y compris en termes parfois de légitimité. J'ai retenu le terme de légitimité qui, à l'échelle d'un territoire, est un sujet particulièrement compliqué. Non, je réfléchissais en l'écoutant au travail qui a été fait pendant longtemps autour des Mayas, même si les Mayas n'existent plus, sur la notion d'intégration, et ce que ça a pu apporter en termes, je trouve, intellectuels de compréhension de ce que c'est qu'un territoire, de comment fonctionne un territoire. Et quand vous évoquiez cette notion de remontée des difficultés sur un territoire et sur des parcours et des ruptures, c'est ça le cœur, c'est capter par la capillarité d'un territoire, capter tous les signaux de ces ruptures pour agir sur des situations qui sont individuelles, mais qui ont une dimension
tout à fait systémique. Ensuite, en l'écoutant, juste très brièvement pour l'anecdote, je relisais avant de venir le compte-rendu d'une de nos instances scientifiques avec des chercheurs, justement. Et l'un d'eux exprimait le fait que, effectivement, l'innovation, elle était quand même très, très souvent locale et qu'on n'arrivait pas toujours à y apporter une dimension nationale. Je trouve que sur le sujet des dispositifs, on est encore dans un entre-deux. On a démarré une généralisation sans avoir complètement été au bout d'une expérimentation, sans avoir, nous... je vous disais, c'est des travaux ingrats qu'on mène au niveau national. Ils sont passionnants, hein, c'est pas ingrat sur le contenu, mais c'est sûr que se dire il faut faire évoluer le référentiel finesse, il faut faire évoluer le ROR, il faut faire évoluer les indicateurs de mesure de l'activité. C'est des sujets d'une très grande complexité qui ont des dimensions, des ramifications qui sont terribles. Mais c'est ça qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Mais c'est pour ça qu'on est encore en train on observe, comme vous, que selon les régions, les schémas qui sont retenus pour les dispositifs ne sont pas tout à fait les mêmes. On y va, dans cette simplification. Très bien. Alors, pour finir cette table ronde, je vais inviter Robert Lafort à venir nous rejoindre, parce que comme ça, on va essayer de faire une petite synthèse entre nous, et Robert fera une synthèse un peu plus large, avec peut-être un peu de recul par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui et hier, parce qu'on ne l'a pas entendu hier, donc on a besoin de l'entendre aujourd'hui sur ce qui s'est dit hier. Madame Discours, les perspectives, donc le DITEP existe, il est installé, il a trouvé sa place, etc. Là, sur les des trois prochaines années, quels sont pour vous les grands enjeux à venir pour votre dispositif? Les grands enjeux. Oui. Les grands enjeux, je pense que ils se situent dans la poursuite de ce que l'on met en place. C'est-à-dire qu'il y a toujours un effet de nouveauté qui fait que dans un premier temps, ça fonctionne, ou en tout cas, on peut trouver des points de satisfaction. La difficulté, c'est de faire en sorte que ça se pérennise. Là, dans les échanges précédents, nous parlions d'innovation, d'appel à projets. Il est quand même regrettable de considérer que beaucoup de nos propositions sont aussi soumises à l'acceptation de ces appels à projets et que mutualiser les moyens, c'est quelque chose qui peut être extrêmement efficient, mais qui nous limite aussi. La transversalité, elle nécessite aussi que les équipes poursuivent leur engagement. Il est quand même important de souligner que les professionnels qui composent nos équipes sont aussi par moments découragés, fatigués, non pas parce qu'ils sont désengagés, mais parce que la problématique des jeunes que l'on accompagne mène aussi à cela. Et donc je crois que c'est aussi un défi des équipes de direction de faire en sorte de maintenir l'enthousiasme des professionnels et de leur donner les moyens de mettre en œuvre la transversalité. Parce que la transversalité, elle se situe du côté de l'usager, qui va pouvoir bénéficier de propositions élargies. Mais du point de vue du professionnel, c'est aussi composé avec de nouveaux collègues, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, et de changer de point de repère. Exercer au sein d'un service, il y a quelque chose de repéré, quelque chose qui fait groupe d'appartenance. Exercer aussi avec d'autres professionnels de l'établissement, mais d'un service un peu distinct, ça engage d'autres enjeux. Madame Deblois, même question. Quelles sont vos prochaines étapes, vos prochains enjeux? Pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est une simplification, peut-être continuer la simplification du paysage de notre établissement avec un finesse unique plutôt que 3, une notification plateforme plutôt qu'une notification encore IME-CESAD ou même double notification. Essayer d'abattre aussi les bornes d'âge pour permettre des sorties plus dynamiques de dispositifs. Une tarification, si possible, dynamisée qui pourrait nous aider à nous accompagner à avoir de nouveaux projets. Et puis peut-être, et pour rebondir sur ce que disait ma collègue, travailler sur le faire institution, parce que voilà, c'est un projet qui reste jeune, qui reste très bien pensé, mais qui n'est pas toujours complètement incarné. Et donc là, on a quand même un travail de culture d'entreprise à poursuivre, enfin de culture d'établissement à poursuivre, pour que l'institution devienne une vraie institution avec toute la difficulté de la multiplication des partenariats et des interlocuteurs qui augmentent plutôt qu'ils ne diminuent.
créer l'institution, ça résonne du côté de Robert Laffort notamment. Mais avant Robert Laffort, Monsieur Paul, alors là aussi, quelle perspective pour la CNSA sur les sujets évoqués au cours de ces 3 jours? Qu'est-ce que vous avez en boîte là en ce moment? Nous, notre intervention, elle se situe au niveau du cadre. Alors le cadre juridique, c'est pour beaucoup la DGCS, donc je les laisserai avancer, mais avec nous, puisque tout le travail sur les notifications, on est quand même évidemment très très en pointe. Donc le cadre juridique qui soit confortable pour que vous puissiez développer ce type d'approche. Le cadre financier, et il est évident que notre vision de la tarification, elle est au service d'une amélioration des accompagnements, de la qualité de vie des professionnels, de ce mode d'action plus partenarial et ouvert. C'est aussi le soutien au métier, je ne l'ai pas dit, mais on a un travail autour de la formation, de qualification ou de professionnalisation qui est important avec les OPCO. Et voilà, c'est de poursuivre ce travail à toutes les strates, y compris managériales, et aussi en lien avec les universités. Et les choses qui sont plus discrètes, souvent en fond de cale, mais qui sont indispensables, apporter tout le cadre de système, et notamment les systèmes d'information, les référentiels, toutes ces choses-là, sans lesquelles, c'est pas glorieux, mais sans lesquelles on ne peut pas faire. Voilà. Donc notre feuille de route, c'est celle-là, et mesure de l'activité, je l'espère, le plus vite possible. Merci beaucoup.